Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Vu, Vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for Change. Je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon. Ça fait 16 ans que je suis entrepreneur social et j'ai 5 enfants. Et Simplon, c'est un réseau d'écoles qui forme gratuitement des demandeurs d'emploi au métier du numérique. La question. Comment mobiliser un écosystème autour d'une cause commune qui permet à tout le monde de progresser mais qui dépasse les intérêts individuels. Le vécu. Depuis le début de Simplon, en fait, dans l'impact social de Simplon, il y a une dimension de plaidoyer. D'habitude, on trouve ça plutôt chez les ONG, mais nous, on a ça nativement dans l'ADN. Donc, on prend souvent la parole pour des sujets qui nous dépassent. Et puis, j'ai une marotte depuis à peu près 2 ans. J'embête tout le monde avec ça. C'est mon histoire des Justice League. Donc, pour dire que c'est pas ni Superman ni Superwoman qui vont sauver le monde, mais qu'il faut une union en fait de tous les super-héros et qu'il faut des consortiums et des coalitions. Et c'est un petit peu ça qui a fait qu'on s'est retrouvés à travailler sur une université d'été de l'économie de demain. Alors c'est quoi ces universités d'été de l'économie de demain ? En fait, c'est l'histoire d'une idée à la con. On était fin août, il y avait l'université d'été du MEDEF qui s'approchait. Vu l'urgence et vu les sujets d'impact positif, d'environnement qui sont sur toutes les lèvres, on voyait qu'il y avait plein de choses, qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi, et surtout que tout le monde parlait de nos sujets, mais que nous on n'était pas là, on n'était pas invités, on n'avait pas ce moment pour se réunir, et donc c'est là qu'a germé l'idée de se fédérer, de dépasser nos chapelles, nos statuts, et de faire quelque chose qui dépassait nos entreprises et de se réunir de manière plus large. Donc bien sûr les gens de l'économie sociale et solidaire, la Tech for Good avec Fest, bien sûr autour du Move, d'Ashoka, mais aussi d'autres gens qui sont avec nous, mais avec lesquels on travaille pas assez. Parce que l'idée c'était vraiment d'aller plus loin que nos copains traditionnels. Et donc c'est pour ça qu'on a réuni aussi le CJD, on a été voir aussi les Bicorp, on a été aussi rejoint par les acteurs du commerce équitable, des grandes assos comme la Croix-Rouge ou l'APF, des entreprises qui ont pas de statut particulier par rapport à l'ESS comme le Slip français mais qui sont très engagés sur le Made in France et sur la responsabilité. Et c'est ça qui a commencé à se cristalliser, l'idée de faire un discours commun, puisqu'on avait vu qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi, mais il fallait absolument qu'on se mette d'accord sur une vision commune, donc pour être audible, pour influencer plus facilement les politiques, les médias, pour faire mouvement, mais pas qu'une vision, il fallait absolument que ce soit très concret, avec des actions concrètes, parce que tout le monde sait qu'il faut faire des choses et a envie de faire des choses, mais en fait quoi ? Donc c'est là où on s'est mis d'accord sur des actions très concrètes, sur le partage du pouvoir, la transparence, le partage des richesses aussi, l'environnement. Donc on s'est mis d'accord, on a négocié un peu pied à pied ces actions concrètes, on s'est mis d'accord sur une plateforme commune, et donc on avait notre vision, on avait cette ouverture mais cette exigence, mais il nous fallait un moment pour l'exprimer, un moment pour nous rassembler. Et donc on s'est dit que oui, nous aussi on avait le droit d'avoir notre université d'été, et donc c'est comme ça qu'a germé l'idée de faire ces universités d'été de l'économie de demain. Et voilà, donc c'est une première édition, il y en aura certainement d'autres, et puis l'idée c'est que ces actions concrètes elles donnent envie à plein de gens de nous rejoindre, et pourquoi pas imaginer qu'il y ait 10, 20, 30% de l'économie qui adopte ces actions concrètes, et que ça devienne pourquoi pas une politique publique. On l'attendait, on l'a pas eu, donc pourquoi pas. Premier apprentissage.
Donc, apprentissage numéro 1, être exemplaire et radical. Quand on a envie de former une coalition, il faut déjà montrer l'exemple et amener ce qu'on a de meilleur dans le pot et démontrer qu'on ne fait pas ça dans une logique individuelle ou de défense de son orga, mais dans une logique qui dépasse tout le monde. Et donc par l'exemple, en fait, montrer que si tout le monde fait ça, on va avoir une somme qui sera supérieure à la somme de toutes les parties. Sur l'université d'été de l'économie de demain, j'y ai passé beaucoup de temps. Il y a une personne de mon équipe, donc un associé à une purpose, qui a été à plein temps 6 mois sur ce projet-là. Donc payé par Simplon, mais pour travailler sur quelque chose qui n'avait que très peu de rapport avec Simplon, hein, puisque l'idée c'est pas du tout de faire la pub de Simplon ni la pub de personne dans cette université d'été, mais de travailler à des choses qui nous dépassent. Donc là, voilà, c'était ça mon sacrifice. Donc ça a été vrai aussi en interne auprès des équipes. J'y ai passé du temps, donc c'est du temps que j'ai pas passé pour Simplon. Et puis Augustin, pour le citer, parce que c'est un peu grâce à lui qu'on en est là, lui, il a passé 6 mois à travailler uniquement sur ce projet-là. Le sacrifice, c'est aussi faire bénéficier de son temps, de son expertise et aussi de son réseau et aussi de ses financeurs. Et donc effectivement, pour financer cette université d'été, on a cassé notre tirelire perso, mais aussi demandé à des financeurs de casser leur tirelire pour financer cet événement et cette logique-là. Et souvent, les financeurs comprennent très bien cette logique-là. C'est pas du tout quelque chose où ils vont se dire, bah tiens, ce que je vais donner pour l'université d'été, je vais pas le donner à Simplon, je vais pas le donner à autre chose. Donc il y a un petit côté lâcher prise là, où il faut y aller un peu et puis demander, et puis démontrer qu'on est au-delà de son projet, acteur d'un écosystème. Et ça va renforcer la position de fidélité et de loyauté que tu as avec eux en plus, de ne pas venir uniquement les voir pour te financer toi. J'ai fait le coup aussi avec Singa par exemple. Je leur ai amené un truc de 150 000 € comme ça parce que je trouvais leur projet génial et puis je savais que ça allait intéresser le financeur et puis voilà. Ce qui est important aussi, donc être exemplaire et radical, donc c'est radical au sens de la racine, c'est-à-dire qu'il faut rester complètement collé à l'objectif de départ et être un peu intransigeant parce que quand on a une logique de coalition, on va agréger plein de gens qui ont bien sûr des idées, des manières de faire qui sont différentes. Et donc le risque principal, c'est d'amoindrir en fait la force du projet initial par le consensus et par la technique du consensus. Donc il faut à la fois arriver à être consensuel et en même temps à ne pas ramollir l'objectif de départ. Et donc ça a été un peu mon rôle dans ce projet-là aussi, de bien garder à l'origine, comme une fusée qui décolle. On sait que s'il y a un petit centimètre au pas de tir, avec la poussée, en fait, on peut arriver, au lieu d'être sur Mars, on est sur Vénus. C'est revenir à pourquoi est-ce qu'on fait ça, et ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt général. L'intérêt général, pour moi, qui suis entrepreneur social depuis 16 ans, mais qui ai fait une autre carrière d'engagement, mais qui était plutôt un engagement militaire, c'est vrai que moi, mon engagement, il était dans l'armée jusqu'au sacrifice suprême, puisqu'en fait, quand tu es militaire, tu es amené à donner ta vie, à prendre la vie d'autres gens, mais d'aller très très loin dans le sacrifice. Donc ça, c'est vrai que ça ne veut pas dire que dans l'intérêt général, il faut tuer des gens ou être prêt à mourir, mais si ça fait pas mal, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'intérêt général. Deuxième apprentissage. Donc l'autre apprentissage clé, c'est qu'il faut constituer un noyau dur pour faire une coalition. On ne commence pas une coalition à 150 d'un seul coup. On peut voir ça dans les sommets internationaux, dans les sommets pour l'écologie, c'est compliqué. Donc dans cette aventure d'université d'été, on a commencé avec une core team de 4-5 personnes. Donc autour du Move, autour de Simplon et donc d'Augustin, et autour d'un certain nombre de personnes qui donnent sa légitimité au mouvement et qui lui permettent aussi de grandir. Et puis les gens qui arrivent après, donc ça agrège. Mais à la manœuvre, il faut toujours des gens dont c'est le souci de préserver le pas de tir de départ et aussi d'organiser les choses pour que la coalition se fasse. Et dans ce noyau dur, il peut y avoir des types d'approches. Moi, par exemple, je faisais un peu le rôle du pseudo-radical, qui gardait la ligne droite, un peu l'ayatollah de l'idée du début et du fait que ça devait être un projet fort, qui allait tous nous dépasser, qu'il fallait que ce soit très exigeant. Et après, autour d'Augustin, de Caroline et des équipes du Move, il y a eu aussi toute la méthodologie, le travail de fourmi, d'appeler les gens un à un pour qu'ils viennent rejoindre les événements, la coalition, de faire un travail de conviction. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, donc choisir plutôt la qualité que la quantité. On peut se dire que la force d'une coalition, elle va venir du nombre des gens qu'elle agrège. Donc c'est le cas par exemple de la logique des pétitions, des choses comme ça, où là on veut faire nombre. Là, dans notre histoire à nous, l'idée c'était d'avoir un petit groupe au départ d'organisations
qui sont représentatifs de plein de chapelles différentes, qui sont très hétérogènes, mais en petit nombre, mais qui étaient prêts d'emblée à aller sur un cahier des charges assez exigeant et à mobiliser eux-mêmes leur propre gouvernance et leur propre réseau. Il fallait que ce soit des gens assez hétérogènes, donc pas avec que des gros, pas avec que des petits. Et effectivement, la force de cette coalition, c'est d'aller sur l'ensemble du spectre de l'impact. Et puis une méthode en fait pour agréger tout ça, s'assurer que les gens qui ont participé à un processus de co-construction, en fait, quand ils arrivent au milieu du processus, ils ne puissent pas détricoter ce qui a été fait au début du processus. Parce que si, et on le sait, on a tous eu des engagements associatifs ou militants ou politiques où en fait, à chaque AG, en fait, on refait la Constitution. Et ça, pour le coup, c'est compliqué de bâtir quelque chose dessus. Et puis là, il fallait bâtir puisqu'on avait un objectif de faire un événement qui va avoir lieu en septembre. Et donc là, pour le coup, on ne pouvait pas pivoter sur pivoter, hein, comme on dit dans les startups, et puis changer complètement le modèle à chaque fois. Je pense qu'on aurait aussi perdu en force, qu'on aurait perdu les gens du début, et qu'à la fin, les gens, n'ayant plus une direction assez claire, en fait, se seraient dit « mais c'est quoi cette coalition ?» C'est un peu l'armée mexicaine, là, l'auberge espagnole. Il y avait un gros débat sur est-ce qu'il faut une dimension grand public et citoyenne à cet événement. Est-ce qu'il faut avoir 20 000 personnes avec des Véjas et des jeans 1083, ou est-ce qu'il faut avoir 1000 ou 2000 personnes qui sont des entrepreneurs, des réseaux, des leaders d'opinion, des influenceurs sur ces thématiques-là. Et donc on a plutôt choisi cette option-là. C'est pas une question de chiffre, c'est déjà 1000 personnes sur ce cahier des charges-là qui se déplacent pour réfléchir ensemble. C'est ça l'événement en fait. Quatrième apprentissage. Rendre l'engagement concret et enthousiasmant. C'est vrai qu'on voulait sortir de quelque chose dont notre milieu est un peu malade, c'est la logique des tribunes. Donc on va faire une tribune, donc on va signer plein de gens, tout ça, on va publier ça, on va être sûr qu'on est bien tous d'accord, on va le partager sur nos réseaux sociaux et so what en fait. Les tribunes, elles s'enterrent avec le référencement naturel et les tweets, hein, on va dire. Et il y a des tribunes qui aboutissent à des coalitions, qui aboutissent à des choses concrètes, mais c'est vrai qu'on avait d'emblée l'idée inverse, c'était de dire que la tribune, ça allait être un événement qui allait montrer sur la base de points qui auraient pu faire l'objet d'une tribune, qui allait permettre de rassembler, de donner à voir une unité, on va dire, assez forte et exigeante et large autour d'une autre vision de l'économie. Et ça, c'est vrai que c'était très concret, cette histoire d'événement. Ça paraissait un peu événementiel pour certains, mais en fait, les gens ont compris qu'il y avait un an pour construire le consensus de l'événement et que cet événement-là, il avait vocation à s'installer dans le paysage. Et c'est vrai que ce qui était très concret aussi, même si ça a fait beaucoup de débat, c'est cette idée de contre-université face à celle du MEDEF. Et donc de se dire, ben voilà, eux, ils se rassemblent tous les ans, les ministres viennent, tout le monde se déplace, on écoute des conférences, on se met en ordre de bataille. Eh bien, nous aussi, en fait, il faut qu'on se réunisse, qu'on se compte, qu'on se mette en ordre de bataille et qu'on définisse nos priorités et qu'on y aille. Donc ça, c'est vrai que c'était très concret et en même temps, rétrospectivement, c'était vraiment très ambitieux. C'est nécessaire d'être ambitieux pour convaincre. Il faut que la vision, elle aille loin, elle soit désincarnée des problèmes logistiques qu'on va trouver et puis elle soit suffisamment mobilisatrice pour que le chemin étant forcément semé d'embûches, les gens se réfèrent à ça comme une espèce de phare et une espèce de direction. Et donc quelque chose qui aurait été un peu à minima, de faire une petite réunion en septembre, un petit comité avec quelques orgas, je pense que voilà, on aurait peut-être bu des coups entre nous, mais ça n'aurait pas du tout mobilisé tous les acteurs qu'il y a. Et puis ni des financeurs, et puis ni des journalistes, et puis peut-être des politiques. Puis en plus, ça matérialise les coûts qui sont associés à cette logique de coalition. Donc ça, c'était quelque chose qui était une contrepartie matérielle et donc qui rentrait dans le cadre d'une logique budgétaire d'un partenaire. Et donc c'est là-dessus qu'on les a convaincus aussi. Cinquième apprentissage. Donc apprentissage numéro 5, très important, celui-là on l'oublie toujours, embarquer et convaincre ses propres équipes sur le sujet qu'on défend. La première chose, c'est que c'est sanctuarisé dans ma fiche de poste, dans mon rôle,
Et dans la logique aussi de Simplon, on sait que dans notre impact social, on a un impact social direct, on a un impact social indirect et on fait du plaidoyer. Il est en cours de formalisation et donc on est en train de lui assigner des priorités, des objectifs, des indicateurs effectivement d'impact. L'argument qu'on a souvent sur les logiques de plaidoyer, c'est de se dire à quoi ça sert? Ok, ça va faire avancer le schmilblick, mais qu'est-ce que ça va faire avancer pour Simplon? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est pas juste plein de réunions et plein de temps perdu pour rien? Est-ce qu'on se paye pas de mots? Est-ce qu'on se fait pas instrumentaliser? Donc il faut assez vite trouver des victoires rapides et puis des éléments de preuve. Donc c'est vrai que d'emblée dans l'histoire de Simplon, assez rapidement, on a eu cette histoire de grande école du numérique, qui est donc un dispositif d'État, une quasi-politique publique qui a été inventée et coproduite par l'État bien sûr, mais par les acteurs un peu pionniers de ces formations un peu bizarres, là, gratuites au numérique. Et c'est vrai qu'en revenant à cet exemple un peu canon et emblématique, maintenant que ce truc existe, ça fait des années que ça nous subventionne nous, c'est un de nos premiers financements, ça subventionne tous les gens qui font la même chose que nous, ça a un track record, ça a fait avancer des gens, ça a créé 10 000 emplois, les boîtes embauchent maintenant des gens, et cette logique-là, si on avait voulu la défendre juste côté Simplon, en fait, on aurait été moins vite, moins loin, moins fort, on aurait eu moins de soutien public, les employeurs seraient se seraient mis à dire moi, est-ce que je préfère Simplon, est-ce que je préfère 42, est-ce que je préfère Webforce 3? Alors que là, c'est clair, c'est une labellisation, ça objective tout, et cette labellisation, elle ne pouvait exister que parce qu'on défendait un projet qui nous dépassait tous. Dans la démarche de plaidoyer de Simplon, la vision du plaidoyer, elle était dans ma tête, dans quelques mails, dans certaines actions, mais si tu le regardais globalement, c'était complètement disparate, il n'y avait aucune unité. Et donc avec plusieurs associés à une purpose, encore eux, heureusement qu'ils existent, on a fait le travail de réécrire l'histoire de toutes les prises de position qui avaient été faites par Simplon dans le cadre de coalition, dans le cadre de logique de plaidoyer, et on en a fait un livret qui détermine et sanctuarise, on va dire, l'ensemble des choses qui ont trait au plaidoyer de Simplon depuis 6 ans. Et donc on a recensé toutes les actions qui ont été faites, on les a classées avec ces thématiques-là. Et après, on a été voir les équipes pour qu'elles amendent en fait les choses, qu'elles voient aussi comment est-ce que ça remettait en perspective leur propre travail, peut-être des choses sur lesquelles elles avaient participé. Et on a pris à rebrousse-poil une chose qui à Simplon ne va pas du tout, parce qu'elle émane de moi à chaque fois, c'est de dire en fait on apprend ce qui se passe à Simplon en regardant le compte Twitter de Fred, et donc de communiquer d'abord en externe avant de communiquer en interne. Et là pour le coup ce livret de plaidoyer, on l'a fait avec l'interne, on l'a rendu public que en interne au séminaire global de Simplon en juin, où on était au cloître à Marseille, où il y avait les 250 salariés de Simplon, et donc c'est eux qui ont eu ce plaidoyer-là. Et là ils ont eu tout l'été, ils ont encore quelques semaines pour l'amender, et on ne le communiquera que quand il aura été complètement amendé par l'équipe. Et donc à Simplon maintenant le plaidoyer, ce sera plus jamais juste mon histoire à moi. Et ça c'est super, parce que même un jour ce sera même plus du tout mon histoire, parce que ce sera peut-être dans la fiche de poste de chaque salarié de Simplon d'avoir, comme Google a ses 10% de projets non Google, là il y aura peut-être 10% de projets plaidoyer. Et les gens qui travaillent à la compta ou au RH chez nous, peut-être qu'ils auront 10% de leur temps sur les réfugiés, ou sur leur thématique à eux, ou sur leur territoire à eux. Et ça, ce serait super. Conseil Pour gagner du temps. Alors, mon conseil pour gagner du temps, et j'en ai déjà parlé sur Vécu, c'est de bien s'organiser, de se lever très tôt. Mais pour le coup, maintenant, je me lève très tôt, plus pour faire la même chose. Avant, je me levais à 4h30 ou à 5h du matin pour commencer mes mails, rédiger des choses avant que les gens se lèvent. Et maintenant, je me lève très tôt pour m'occuper de moi, pour méditer, pour faire du yoga et pour lire des trucs, pour alimenter mon blog, donc pour faire des choses qui sont extra-professionnelles. Et ça, pour le coup, et je fais ça en plus avec ma femme maintenant, alors qu'avant j'étais tout seul, avec mon ordi, etc. Et ça, c'est vraiment cool, parce que j'ai compris qu'avoir moins de choses dans sa to-do list et dans son agenda, c'était une manière de prioriser plus radicalement et donc de gagner du temps. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est un peu lié au gain de temps. C'est que un jour, j'ai croisé Frédéric Lopez et j'étais en pleine déprime. Et il l'a vu, il est venu vers moi et il m'a dit « Est-ce que tu as déjà pris l'avion ?»
Donc j'ai dit oui, je prends souvent l'avion, malheureusement mon bilan carbone est horrible. Et il m'a dit, t'as regardé les consignes de sécurité et le moment du masque à oxygène, tu te souviens de ça? J'ai dit non mais bah si, on te dit, mets d'abord ton masque à oxygène à toi, sinon tu peux pas aider les autres en fait. Et il m'a dit ça, et il m'a dit à mon avis tu devrais mettre ton masque à oxygène, sinon tu vas plus avoir d'oxygène pour aider les autres. Et c'est hyper con comme truc, mais ça m'a complètement, j'y ai beaucoup repensé. Et ça résonnait avec beaucoup de choses que ma femme me dit depuis des années, qui est mon meilleur coach, ma femme. Et donc j'ai commencé à me dire, eh ben, c'est pas grave, tu vas trouver ça bizarre, égoïste, tu vas trouver que tu perds du temps, mais en fait, occupe-toi de toi et voyons ce qui se passe. Et en fait, le truc a été complètement radical parce que j'ai commencé à prendre du temps pour moi, à faire du sport, à faire du yoga, de la méditation, à changer mon emploi du temps, à déconnecter le week-end, etc. Et ne plus avoir peur de rater un truc, etc. Et en fait, j'ai retrouvé une énergie redoublée, j'ai eu plus d'arbitrage serein, en fait, sur certains trucs qui arrivent. Et donc voilà, ça c'est la manière dont j'ai retrouvé l'énergie. Je me suis tourné vers moi et j'ai repris d'abord la source du truc. Donc il faut être déjà super bien dans ses baskets et super en forme pour faire ce qu'on fait, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. L'autre question. Alors, la question que je me pose et sur laquelle j'ai besoin d'aide en ce moment, c'est que je suis en train de comprendre que le numérique est une solution pour plein de choses, mais ça fait partie aussi du problème. Et que le numérique est un problème pour la planète, pour les gens, pour les relations humaines, pour plein de choses. Et là, en ce moment, je passe beaucoup de temps à parler avec des gens pour qu'ils m'aident à intégrer cet impact négatif du numérique sans que ça minimise le fait que depuis 22 ans, je passe ma vie à essayer de changer le monde avec Internet, quoi. Et à lutter contre mon côté binaire, 0 ou 1, au genre, faut que j'arrête le numérique, c'est pourri, ça pollue. Alors que non, je pense qu'il faut la voie du milieu, comme diraient les bouddhistes. Et donc là, j'ai besoin d'aide pour m'aider sur la voie du milieu entre le numérique qui est un problème et le numérique qui est une solution. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change.